Bienvenue dans Grimsey's Lair, un podcast de contes et de légendes fantastiques. Dans cet épisode, je vous invite à me rejoindre dans une contrée boisée au cœur de l'Europe. Découvrons ensemble Oia-Baciu, la forêt hantée de Transylvanie. Imaginez-vous un berger seul avec son troupeau entrant dans une forêt. Pour ce campagnard roumain, voilà une scène ordinaire, on ne peut plus banale. Pourtant, cette histoire vire rapidement à l'étrange, car après ce jour-là, ni le berger ni ses moutons ne sont jamais ressortis de ces bois. La forêt aux arbres tordus qu'ils avaient visités semblait s'être refermée sur eux, et plus personne ne les vit jamais. Nous nous trouvons ici dans Oia-Baciu, une forêt mystérieuse que l'on surnomme parfois le triangle des Bermudes de Transylvanie. Cette légende urbaine, rapportée par mon ami Raluca, originaire de Valachie, n'est qu'un point de départ, car le paysage dont je vous parle ne s'aborde ni par des images, des livres ou des peintures, mais avant tout par une variété d'histoires et de témoignages. Certains considèrent que les légendes qui gravitent autour de ce lieu ne dépassent pas le rang de la superstition, et que la Roumanie n'est qu'un pays de récits obscurs sans queue ni tête. Mais que vous y croyez ou non, la forêt de Oia-Baciu fait partie du patrimoine naturel et culturel roumain, un lieu de mythes riche en folklore où nature et imaginaire s'entrelacent. Aujourd'hui, elle en est même devenue une destination phare du tourisme noir à l'international, comme tant d'autres lieux dans la région. En effet, dans ces contrées, la culture de l'étrange prend différentes formes depuis le XIXe siècle, si ce n'est déjà auparavant. Les croyances locales, riches et complexes, se mêlent ainsi aux interprétations étrangères qui leur confèrent une teinte exotique, alimentant une aura de mystère irrésistible. Cette recette, made in Roumanie, explique pourquoi tant de voyageurs affluent vers ces terres en quête de réponses ou de frissons. Au-delà d'une simple curiosité, ces adeptes du tourisme noir se démarquent par leur intérêt pour le mystère, la mort et tout ce qui touche au macabre. La forêt de Oia-Baciu, célèbre pour les phénomènes paranormaux qu'on lui associe, jouit d'une renommée croissante depuis qu'elle figure parmi les forêts les plus hantées du monde. Mais une question reste à répondre. Comment un paysage naturel comme la forêt de Oia-Baciu est-il transformé par l'imaginaire collectif, les légendes et les croyances locales en un lieu d'attrait international ? Premièrement, nous allons tenter de comprendre comment un simple lieu naturel peut devenir le théâtre de récits aussi étranges qu'inquiétants. Car Oia-Baciu est d'abord une forêt, un lieu rempli d'êtres vivants qui existent sans rien nous demander. Pourtant, la forêt détient le pouvoir de fasciner et d'intriguer ses visiteurs. Parlons un peu de géographie. Oia-Baciu se trouve au centre de l'Europe, près de Cluj-Napoca, deuxième capitale de la Transylvanie. Ce territoire préhistorique de 295 hectares, soit 3 km², est niché dans les Carpates, une chaîne montagneuse haute en biodiversité. La Roumanie est d'ailleurs, entre autres choses, le pays qui abrite l'une des plus grandes populations de loups en Europe, mais elle contient également un nombre important d'ours, de lynx et d'autres petits mammifères. Dans un pays où le taux d'urbanisation est relativement faible, Oia-Baciu semble jouir d'une nature proliférante, et cela donne donc d'ores et déjà un aspect dense et sauvage à ces lieux. Par-dessus le marché, la forêt attise la curiosité des visiteurs pour plusieurs raisons toutes particulières. Premièrement, on y retrouve une variété d'arbres sinueux à l'apparence étrange, dignes d'effrayer et de stimuler l'imaginaire. Imaginez-vous marcher au beau milieu d'une nuit d'hiver entre des créatures boisées, rugueuses et tortueuses. Qui n'y verrait pas une once d'étrangeté ? Mais cela ne saurait suffire sans la fameuse clairière de Oia-Baciu, alias The Clearing, une zone circulaire où aucun arbre ne grandit. De plus, on y rapporte d'étranges événements. Ajoutez-y le brouillard et le froid qu'on associe souvent à la forêt, et vous aurez en retour la morphologie d'un lieu si inquiétant que plusieurs scientifiques se seraient penchés sur la question. Diverses explications pour la nature monstrueuse de la forêt ont été proposées au fil de l'histoire. Dans les années 1970,
Certains chercheurs ont postulé que Oyabachu contenait un niveau d'énergie électromagnétique tellement élevé que la nature en serait modifiée. En revanche, ces conjonctures ont largement été refutées, puisque les taux mesurés ne révélaient rien de suffisamment puissant pour altérer cet environnement. Depuis, d'autres partagent les théories selon lesquelles la clairière était un ancien site funéraire et que la composition du sol y est tout simplement inadaptée pour la croissance des arbres. Constatez bien qu'une explication satisfaisante reste encore à être trouvée. C'est ainsi que l'on pourrait penser que Oyabachu a hérité d'une aura paranormale, mais l'histoire ne fait que commencer. À ce paysage insolite se juxtapose le puissant héritage folklorique de la Roumanie et toutes les rumeurs qui font de ce lieu une entité à part. En 1968, un technicien militaire annonce avoir vu un ovni au-dessus des feuillus. Ces photos sont publiées dans la presse et le public devient fou. Cette forêt mystérieuse, manquant à l'époque de signalisation et de chemin, semble être le lieu parfait pour accueillir des extraterrestres. Que ces photos soient fabriquées ou non, puisque le passage d'un ovni n'a jamais vraiment été confirmé depuis, la forêt n'a pas perdu l'attention du public. Puisqu'en dehors de la légende du berger, on raconte d'autres disparitions dans Oyabachu. Une professeure de classe et ses élèves perdus. Une petite fille qui est revenue des années plus tard sans avoir gagné une seule ride sur son visage. Progressivement, les intéressés ont affirmé que la clairière était en fait un portail entre la Terre et une autre dimension. Bien sûr, il n'y a pas d'autre explication. Cette vision totalement fantasmée de Oyabachu relève d'une interprétation du paysage comme ce que certains chercheurs appelleraient la nature monstre. Assurément, si l'on s'en réfère à l'évolution du lien humain à son environnement naturel, l'ancienneté et le caractère sauvage des lieux semblent souvent et représentent encore des éléments de confrontation interne. De tels endroits provoquent la peur et la révérence, considérés tantôt comme sacrés ou plutôt comme maudits. Dans le façonnement de la Transylvanie comme une région sinistre qui précède la réputation de Oyabachu, la forêt n'a fait que suivre l'exemple. Dès que le classique gothique Dracula est publié, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Petit à petit, la forêt se transforme en haut lieu du tourisme noir paranormal. Considérée par certains comme la forêt la plus hantée du monde, on raconte que les fantômes y abondent et qu'en s'y promenant, d'étranges maux de tête et sentiments d'angoisse pèsent sur la marche des randonneurs. Les rumeurs locales conseillent d'éviter les esprits qui résident en quête de vengeance. Mais ces expériences de la forêt ne sont-elles pas propres à un effet placebo, une sorte d'hallucination collective ? Quoi qu'il en soit, le mythe prend de l'ampleur, et dans l'ère du numérique, les rumeurs autour de la forêt construisent une réelle mythologie obscure des internets. La forêt devient porteuse d'une réalité intermédiaire, où la nature objective et les perceptions subjectives se confondent. Selon l'anthropologue Gérard Lanclude, un paysage est un concept double. Il existe avant que l'on y pose le regard et pourtant il ne prend qu'une signification une fois que le regard y est attaché. Du moins, c'est de cette manière que l'observateur se l'approprie. Autrement dit, le paysage est la somme d'un héritage culturellement et historiquement formé, reflétant les relations particulières qu'entretiennent les humains avec leur environnement. Dans notre cas, la Transylvanie en tant que siège de l'occulte ne relève pas d'une volonté roumaine, mais d'une vision limitée de l'Europe de l'Ouest. Eh oui, c'est encore nous. Tout commence au XIXe siècle. En pleine époque romantique, le terme folklore est introduit pour la première fois par William Thoms en 1846. En contre-réaction à l'industrialisation et les tensions politiques, le public semble s'intéresser aux sauvages, à la nature immaculée, et notamment aux cultures rurales, comme, dirait-il, dépositaires d'un certain génie populaire transmis à travers les générations grâce aux traditions orales. Les études folkloriques et le naturalisme gagnent en popularité dans les civilisations anglophones, mais pas seulement. Quelques décennies plus tard, en 1888, une certaine Emily Gerard publie un récit de voyage consacré à sa visite de 2 ans en Transylvanie, intitulé « The Land Beyond the Forest », ou le pays par-delà la forêt, en référence aux origines latines du nom de la région.
Dans ses recherches documentaires, la Britannique raconte sa découverte de Transylvanie, qu'elle considère alors comme le dernier bastion des superstitions chassées du reste de l'Europe par la baguette de la science. Elle y découvre une culture complexe, composée à la fois de croyances nomades, de dogmes chrétiens et de légendes saxonnes, conséquence du melting pot absolu qu'a été la Roumanie au fil de son histoire. Le pays, situé au cœur du continent européen, a été traversé par des centaines de civilisations différentes, chacune alimentant un folklore on ne peut plus varié. Emily Gerard compile ses échanges avec les populations locales pour le public anglais et provoque l'obsession dans son lectorat, dont le légendaire Bram Stoker. Celui-ci solidifie ensuite le place myth ou mythe territorial qui collera à la peau de la Transylvanie jusqu'à aujourd'hui. Le mythe territorial, selon le chercheur Duncan Light, se définit par un ensemble de croyances partagées sur un lieu, souvent éloigné de sa réalité, véhiculées par des représentations stéréotypées et ancrées dans l'imaginaire collectif. Alors, qu'est-ce que l'autrice a bien pu décrire qui a tant fasciné l'Irlandais ? Dans son ouvrage, Gerard présente notamment différents rituels funéraires, des superstitions liées à la vie quotidienne et des symbolismes liés aux animaux et aux autres créatures qui vivent dans les forêts, selon certains anciens. Nul ne connaît la réelle véracité ou importance que ces légendes ont pour la population locale, s'il s'agit de simples histoires ou d'une foi développée en le surnaturel. Mais là n'est pas la question. Il reste simplement captivant de lire ces récits de voyage, dignes des meilleurs contes de fées de Grimm, il faut se l'avouer. Comme Stoker, on découvre ainsi des superstitions extrêmement puissantes, allant jusqu'au symbole des différentes heures de la journée. En lisant ces rapports, on apprend par exemple que les moutons sont louables et que les corbeaux sont mauvais, que le mercredi est un jour damné et que des créatures, bienveillantes ou maléfiques, habitent les forêts. Selon les Saxons, certains hommes ayant commis trop de péchés se transforment en des bêtes sauvages appelées loups-garous ou prikolich. Loin de ces bêtes velues rôdent aussi des esprits sanguinaires, des humains revenus de la mort pour hanter le voisinage. On les appelle strigoi ou vampires aujourd'hui, comme le fameux Vlad Tepes, l'empaleur de Valachie, qui inspira le personnage de Dracula. Encore pire, le diable Nosferatu hanterait la région, et garde à ceux qui croisent le chemin de son cousin germain, le démon dit Dracului. Autant de noms que, j'en suis sûre, vous n'avez jamais entendus, n'est-ce pas ? Il n'est pas difficile de constater la portée immense qu'ont eu ces légendes sur nos cultures. D'ailleurs, Gerard ne fut pas la seule à s'intéresser à la Roumanie au XIXe siècle. Mais comme vous l'aurez deviné, son voyage devint une source majeure pour l'écriture de Dracula, publiée 9 ans plus tard. Bram Stoker, n'ayant jamais mis un seul pied dans le pays, reprit simplement la fascination de la Britannique pour en créer une géographie totalement imaginée. Depuis, nous continuons à perpétuer ce mythe territorial de 1001 façons, tout aussi savoureuses les unes que les autres. Il reste cependant à se demander si ce mythe fantastique sert à la réalité locale. En examinant la place de la Transylvanie dans l'écriture anglophone, Carmen Maria András, une chercheuse de Cluj-Napoca, analyse la façon dont tout étranger aborde le labyrinthe culturel auquel il est confronté lorsqu'il aborde un nouveau peuple. Entre un lien contemplatif ou un lien de domination au lieu découvert, la nuance est parfois complexe, mais András pointe ici du doigt une relation de mépris par les Britanniques du XIXe. Bien que Dracula fascine et attire les curieux, le mythe occidental de la Roumanie reflète une posture géopolitique moins gaie. Selon elle, le pays était et est parfois encore considéré comme une zone grise de l'Europe, une population à moitié civilisée pour les illuminés de l'Ouest, bien sûr. Alors même que les Roumains étaient aussi des chrétiens, on a considéré leurs croyances comme les fruits de l'ignorance en Transylvanie, où un système despotique a transformé les paysans en des ombres. Au-delà d'un simple intérêt pour le folklore, nombreux sont ceux qui considèrent donc la population roumaine comme idiote, porteuse d'une piété et d'une bénévolence soi-disant aveugle. Mais quelque part, si l'on poursuit cette légendaire pensée occidentale, c'est cette même faiblesse du Roumain qui le rend si touchant et pur, comme sa nature si immaculée. Entre mépris et fascination, la population de Transylvanie hérite ainsi d'une image à laquelle elle n'aurait pas forcément songé d'elle-même. Durant le XXe siècle,
le roman gothique se transforme en film, et la légende se poursuit. La Roumanie continue à fasciner de par son caractère si unique. Pour Jean-Michel Lemonnier, docteur en géographie, cet espace marginal d'Europe enchante encore de nos jours pour des raisons semblables. Ce pays, agricole et folklorique, résiste à la modernité froide et matérialiste qui ne fait que grandir depuis le XIXe siècle. C'est pour cela que l'homme de l'Ouest l'admire, mais Lemonnier regrette la caricature qu'on a faite de la Roumanie. Cela ne change pas le fait qu'aujourd'hui, après des centaines de réitérations du mythe vampirique, de nombreuses personnes continuent de croire que la Transylvanie est un endroit fictif. Il reste à se demander si l'on peut être fasciné par un lieu sans lui conférer une identité totalement surréaliste. De fait, des étudiants de l'université de Bucarest considèrent que le tourisme affilié à Dracula est une forme de tourisme noir délavé et pâle, là où d'autres formes de tourisme noir seraient plus ancrées dans la réalité historique et culturelle d'un lieu, favorisant une approche éclairée et réfléchie. Le tourisme transylvain est tout de même un mélange des deux, puisqu'il s'agit au départ d'histoire locale, mais son rayonnement international l'a complètement métamorphosé. Selon ces étudiants, le tourisme noir se déploie en 3 branches majeures en Roumanie: le tourisme de Dracula, le tourisme de cimetière et le tourisme paranormal. Les motivations des amateurs sont essentiellement les mêmes: curiosité et désir d'une expérience unique. Ainsi, dans la forêt de Oyabachu, le développement du paranormal a pris une forme similaire au tourisme vampirique. À partir d'un paysage étrange et intimidant sont nées les premières superstitions, les rumeurs locales, puis petit à petit, le monde s'est emparé de la forêt. Depuis, il est impossible de la visiter sans penser aux phénomènes étranges qui s'y seraient passés. Originellement, à partir de sa simple nature, la forêt intrigue depuis fort longtemps, et on y insère ses propres interprétations. Quand la mode était aux ovnis, la forêt était un refuge à extraterrestres, et quand le surnaturel a pris le dessus, Oyabachu est devenu le centre de toutes les attentions. Depuis les années 2000, la forêt vit un gain de popularité important. Internet l'a propulsée comme sujet d'échange sur des forums et des blogs, puis elle est devenue une star des reportages télévisés et des documentaires YouTube plus ou moins scientifiques. Par après, des podcasts ont été publiés et un jeu vidéo a même connu le jour, Spirits of Bachu, il y a seulement 2 ans de cela. En 2012, sans doute en réponse à cette visibilité croissante, une ONG du nom de Oyabachu Project est créée. Son but ? Promouvoir et intégrer la forêt dans le circuit touristique de Cluj-Napoca, mais aussi protéger la forêt des éventuelles destructions et pollutions humaines. 1 an plus tard, en 2013, la BBC publie un article décernant à Oyabachu une place privilégiée dans le top 5 des forêts les plus hantées du monde. Dès lors, l'organisation profite de ce buzz et joue de la variété des légendes urbaines qui gravitent déjà autour de la forêt afin de renforcer ses aménagements et établir une stratégie touristique qui semble, pour une fois, maîtrisée de l'intérieur. Bien que non lucrative, l'organisation installe des itinéraires et des cartes, organise des visites guidées, des activités et des jeux, et toutes sortes d'événements variés. Le Oyabachu Project ravit la population locale et pour autant ne craint pas l'ouverture internationale. L'équipe ira même jusqu'à nommer Dacre Stoker en ambassadeur mondial de l'ONG, alias l'arrière-petit-neveu de l'auteur mythique qui a transformé la réputation de la Roumanie. L'organisation se réapproprie l'héritage culturel transylvain et soigne son patrimoine naturel, répondant ainsi à un certain besoin de self-agency. Un nouveau chapitre pour la région ? Aujourd'hui, les personnes qui s'aventurent dans la forêt de Oyabachu se rendent compte qu'elles ne disparaissent pas, qu'elles ne sont pas enlevées par des extraterrestres, elles ne remarquent pas d'énergie électromagnétique, ni de fantômes et de vampires entre les arbres, mais elles viennent pour le fantasme et restent pour profiter d'un paysage naturel unique en son genre. Malgré le caractère blasé de notre époque, la réputation de Oyabachu est répandue entre les vidéos et les blogs à la manière d'une ancienne tradition de bouche à oreille, maintenant ainsi la flamme du mythe territorial transylvain. Depuis les premières industries, pas grand-chose n'a changé. Les visiteurs recherchent le rêve dans la nature et abondent vers la mystérieuse forêt où ils espèrent découvrir des secrets cachés. Et quand bien même la forêt ne leur aurait pas envoyé des vampires ou qu'aucun portail interdimensionnel ne les aurait avalés, ils frissonnent avec un imaginaire rempli d'images. Impossible de ne pas ressentir une certaine angoisse ou de ne pas rester vigilant, même si rien ne se passe pour autant.
Le mythe de Oyabachu, d'un paysage naturel à une sorte d'incubateur du fantastique, est un reflet de l'homme moderne et de son environnement. Dans un continent où 99% des forêts ont été altérées par le travail et le gris dépasse le vert, la forêt transylvaine devient une sorte d'échappatoire où les pensées les plus primitives sont libérées. En contre-réaction à un rationalisme ambiant, le folklore roumain fascine et ne cesse de se développer vers un imaginaire collectif qui transcende les frontières culturelles. Ainsi, Oyabachu devient non seulement une autre capitale du tourisme noir à l'échelle nationale, mais un lieu de légende et d'impossible. De son contexte régional aux décennies d'histoire qui ont marqué son existence, la forêt démontre parfaitement comment la nature peut devenir une source inépuisable d'intrigues et d'interprétations fantaisistes. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier de m'avoir écouté. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous transmette les sources, mais je vous invite évidemment à faire vos propres recherches. Et si les contes de forêt hantée vous plaisent et que l'anglais ne vous effraie pas, je vous recommande le podcast Bridgewater, le récit d'une mystérieuse forêt, portail entre le passé et le présent, où l'inconcevable est conçu. À bientôt.